Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir également à nos auditeurs de Africa 24. Je suis Guy-Claude Agboton, rédacteur en chef adjoint design au magazine Idéal. Alors si vous vous demandez ce que je fais ici, en fait c'est parce que je sors de ma zone de confort pour venir voir l'exposition Corps de mémoire pour encore quelques jours. Corps de mémoire, exposition de Mbarek Bouchichi qui est ici à côté de moi. Et donc qui est plasticien, peintre, dessinateur, vidéaste, né à Akka en 1975. Il vit et travaille à Tahanout, si je prononce bien, dans une récente installation. Alors là, tout de suite, je vais rentrer dans le vif du sujet. Pour savoir de quel bois il se chauffe, dans une récente installation, vous avez en fait mis à jour les mécanismes de discrimination des Berbères noirs, parce qu'il existe, oui, des Berbères noirs, ce qu'on ne sait pas toujours, au sud du Maroc, qu'on appelle les Haratines. Et donc les Haratines étaient exclus de la propriété foncière, et quand ils travaillaient pour des Marocains blancs, ils ne touchaient que le 5e de la récolte. Et donc c'était le thème d'une des installations que vous avez fait récemment. Et donc c'est l'exemple que je donnais pour vous donner un exemple, j'allais presque dire, sinon juteux concret, du genre de niveau de façon de parler de notre sujet que je vais avancer également avec Pascal Blanchard, qui est historien, chercheur au CNRS, cofondateur de l'ACHAC, acronyme Association Connaissance de l'Histoire de l'Afrique contemporaine. Nous étions jeunes à l'époque quand nous avons donné ce nom-là. Donc, en fait, depuis, c'est une source de réflexion profuse sur la période postcoloniale, les migrations, l'invisibilisation aussi. C'est un sujet que vous avez abordé. Et aussi même tout ce qui est imagerie. Les images qu'on a dans la tête, les préjugés, mais aussi les images au sens même. Tout à l'heure, on parlait de cartes postales. C'est-à-dire tout ce dans lequel les Français, quasiment dans toute l'Europe et même dans une bonne partie du monde, analysaient, finalement, donner des clés historiques pour comprendre finalement le monde dans lequel on vit, le monde d'où l'on vient, avec des éléments un peu dépassionnés parce qu'ils sont historiques. Donc ça permet d'évoquer ces questions comme l'invisibilité des Noirs dont on a parlé aujourd'hui, en évitant les affrontements tout de suite, parce le côté historique, en fait, part de fait. Ça n'empêche pas les affrontements, mais c'est de là qu'on part. Alors, notre sujet, j'aurais peut-être dû commencer par ça, c'est l'invisibilité des figures noires dans une histoire marquée par la mémoire coloniale, l'art, outil de réparation symbolique, et l'histoire comme outil de compréhension. Donc, on revient à cette idée de ce qui peut dépassionner. Alors, je vais commencer avec Mbarek. En fait, ces portraits d'ancêtres assez proches qu'on a à côté de moi, derrière moi, comment est venue pour toi l'idée de remettre en lumière ces figures noires qui se sont illustrées dans la vie sociale française d'une façon vraiment significative à une certaine époque? Ça nous surprend beaucoup aujourd'hui. Et puis après, blanc total, on a tout oublié. Comment t'es venue l'idée comment et pourquoi t'es venue l'idée de les remettre en lumière? Bonsoir tout le monde. Je suis très content d'être ici parmi vous et je remercie d'ailleurs Siba et je remercie toute l'équipe de la galerie de me donner cette opportunité de jouer encore le jeu, de parler de ce que je fais, chose qui n'est pas mince et pas chose que je fais tous les jours. Je suis Mbarek Bouchichi, je suis artiste noir du sud du Maroc, berbère, autochtone du sud du Maroc. J'ai traversé géographiquement plusieurs contrées et parmi les expériences que j'ai eues, c'est la France. Cette expérience est arrivée vers moi dans les bouquins scolaires, dans la langue, dans l'idée de me montrer qu'est-ce que ça veut dire la civilisation via un passé lié au contexte dans lequel j'ai évolué. En s'intéressant plus à ça, je m'aperçois en fait de l'absence de l'idée qui a toujours animé le corps noir. C'est l'idée de la famille. On est ensemble. Et ces corps noirs, ils ont traversé l'histoire de ce pays, qui est la France, mais que je vois invisibilisé. J'étais choqué par juste savoir à un moment donné qu'un des maires de Paris était noir. Mais par accident, peut-être,
son portrait n'existe, a disparu de la galerie des portraits des maires de Paris. Et c'est ce qui a déclenché, en fait, chez moi, cette idée de réparation. Moi aussi, j'ai appris beaucoup de choses, à faire des recherches, à chercher à composer une famille entre des histoires éclatées. Parce que la France, ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui, en fait. La France, c'est aussi un passé. C'est aussi une ouverture qui permettait une circulation, des allers et retours de plusieurs figures, de ceux qui sont partis du statut de l'esclave à devenir députés, de ceux qui ont traversé la mer pour avoir un diplôme, pour exercer quelque chose, pour contribuer à la construction collective d'une nation. C'est d'autant plus curieux qu'aujourd'hui encore, on peut entendre parler pendant la presse pendant plusieurs jours de, par exemple, s'il y a un présentateur de télévision qui est noir qui apparaît, donc on va en parler comme d'une chose nouvelle, qui est une espèce de signe de modernité, de diversité, alors qu'en fait, il y a des gens qui, à un moment donné, ont fait aussi des choses extraordinaires dans la vie française et ont été complètement... On oublie carrément que ça existait. Est-ce qu'il y avait un critère pour toi pour choisir telle personne ou telle personne, ou alors ils se sont imposés à toi? Et ils se sont imposés à moi via en fait, cette obsession que j'avais de créer une famille dans laquelle je vais montrer le portrait de la compagne de Césaire qui est invisibilisée par le poids de la présence de Césaire, par exemple, ou de montrer en fait ses exploits, de montrer ses retours, par exemple, Blaise Diagne, ce rapport et ce lien entre le Sénégal et la France, de montrer des portraits de lambda noir français aujourd'hui, en petit, qui nous regardent, un focus sur leur regard et un focus sur leur visage, comme s'ils questionnent aussi la réalité. En fait, il y avait une obsession de créer une famille, mais créer des dialogues entre des gens qui ne se sont jamais rencontrés, possiblement, et qui ont vécu dans des temporalités différentes, mais le phénomène continue avec la même machine, en fait, et la même force et autorité d'invisibiliser ces histoires. C'est quelque chose qui, à ton avis, est venu comment ? C'est-à-dire cette invisibilisation. Est-ce que c'est quelque chose d'un peu sourd, ou alors ça peut être une stratégie ou de... Est-ce que d'ailleurs on se pose des questions sur l'origine de ça, même si on le constate ? Personnellement, c'est pas ça qui m'a motivé. Ce qui m'a beaucoup plus motivé, en fait, c'est l'idée, en fait, juste d'avoir des corps chargés d'histoire. Je suis né dans une culture où il faut écouter ceux qui étaient là avant. Il faut écouter ceux qui ont œuvré, en fait. Et juste ce constat, en fait, de manquement de ça m'a poussé vraiment à créer ces présences via des regards, des postures, via toujours une technique que j'utilise, en fait, c'est comme une culture de silence, que je cultive le silence. J'ai l'impression que ces personnages qu'on voit, ils ont envie de nous dire quelque chose, de nous raconter quelque chose. Ils nous regardent. En même temps, ils sont inscrits dans un espace encadré, mais c'est un espace sans indication, sans indique est-ce qu'ils sont à l'intérieur ou à l'extérieur, dans une maison, dans un champ, dans un pays précis ou pas. Cette invisibilité des personnes noires, c'est un sujet aussi au Maroc ? Absolument. Et moi, j'en fais l'exercice au quotidien. Je défends jusqu'à aujourd'hui. En fait, depuis que je suis né dans une grande oasis où 95% des miens étaient noirs et je voyais tout le monde autour de moi noir. Le fait que mes parents, ils ont immigré dans le même pays, j'utilise vraiment le mot immigré dans le même pays, partir à 500 km, mais ils étaient obligés de tout changer, de ne plus parler leur langue maternelle qu'à la maison. Ma mère, il a ramassé tous ses bijoux, toutes ses parures, et les a mises dans une valise. Il fallait comme s'intégrer dans une autre culture. Ça veut dire renoncer à certaines choses pour s'intégrer ? C'est faire preuve.
de quelque chose. C'est un espace où je suis né, en fait, que j'ai toujours essayé d'en parler, mais j'en parlais avec... Et je le défendais et j'en parlais, mais avec... C'est comme si je parlais... En fait, comment je vais dire? Je connais plusieurs Marocs. Et un des Marocs, c'est cette oasis dans laquelle je suis né. Et ces figures et ces visages que j'ai vus dans cette oasis, je ne les ai jamais retrouvés dans des bouquins scolaires par la suite. Et j'étais emmené, et je suis emmené jusqu'à aujourd'hui, à la douane, partout, à justifier que je suis marocain. Sinon, je suis qualifié par africain, par des Marocains qui oublient qu'ils sont africains. C'est-à-dire, vous êtes au Maroc et on parle d'un étranger, d'un Africain étranger, alors qu'on est au Maroc, qui est en Afrique du Nord. Moi, je crois que c'est le résultat d'une machine coloniale qui veut faire de l'Afrique du Nord... Qui cloisonnait aussi beaucoup. L'Afrique du Nord, en fait, ils veulent en faire blanche, pour correspondre à ce modèle qu'on voyait et qui est montré jusqu'à aujourd'hui comme canon de beauté, comme c'est la statue grecque. Et vous savez comment on appelle la mer méditerranéenne en arabe? On l'appelle Al-Bahr al-Abyad al-Mutawassit. Si je la traduis, c'est la mer médiane blanche. Du coup, c'est comme si forcer à créer une île au sein d'un grand continent qui est l'Afrique. Et transformer, faire du désert, qui est un espace de circulation, une frontière, une barrière. Alors, il est difficile parfois d'évoquer ces questions parce que, suivant la personne à qui on s'adresse, il peut y avoir des sentiments de culpabilité, de méconnaissance, toutes sortes de choses. Est-ce que l'art, finalement, est un moyen privilégié de compter sur les sensations des gens, quelque chose de plus immédiat que, par exemple, l'histoire qui peut des fois se buter contre les préjugés des gens ou leur capacité intellectuelle à s'intéresser à tel ou tel type de sujet, puisque ceux-là sont considérés comme presque underground encore maintenant. Non, mais l'histoire. Est-ce que l'art peut être parler plein pot de ça en vous disant je vous montre le portrait de quelqu'un et vous avez une sensation et vous apprenez que cette personne a eu ce parcours à telle époque? Est-ce qu'il est plus direct que l'histoire qui demande de s'intéresser à l'histoire? Je crois que l'histoire est une autorité, en fait, mais avec un outil artistique. Et même ce que peut créer l'art comme effet, il peut y avoir une négociation d'un espace d'interprétation. Et j'adore ces histoires particulières, ces histoires qui sont faites en liaison avec des contextes précis, ces histoires qui ne figurent pas dans la narrative officielle. C'est des histoires autres, en fait. C'est comme si on parle aujourd'hui de l'archive comme autorité, qui est une autorité jusqu'à aujourd'hui, en fait, verticale. Nos images, en fait, l'image du Grand Noir sont des images qui sont dans le Nord. Elles ne sont pas en Afrique. Elles sont fabriquées La perception est différente, en dehors de l'Afrique, en fait. Alors, elles sont dominantes, donc elles sont très répandues, mais effectivement, Alors, je pensais un jour dans une conférence, j'ai entendu l'écrivaine d'origine camerounaise, Léonora Miano, en plaisantant, elle a dit à un moment, quand j'arrive quelque part, je sature l'espace. Alors, elle parlait de son charisme, mais elle voulait aussi parler de ce que la simple présence, j'ai interprété ça aussi en pensant que la simple présence de son corps était déjà une question. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un endroit où vous êtes la seule personne de telle origine, ou alors la seule personne qui brusquement fait que, je ne sais pas, dans un restaurant, brusquement, les gens vont vous suivre des yeux et tout le monde va dire « Ah, mais c'est parce que vous êtes grand, vous êtes élégant, vous êtes sympathique. » Mais en fait, c'est simplement parce que c'est inattendu, on ne s'attend pas à vous trouver là. Donc en fait, elle allait jusqu'à dire qu'il saturait l'espace, mais qui, sans rien faire, ça rappelle toute cette histoire, avec ses rapports de domination ou de déplacement, dans le cas de migration, etc. C'est jamais neutre, en fait. Je me rappelle toujours de mon premier voyage dans ce qui est appelé aujourd'hui l'Afrique subsaharienne. Je suis allé au Sénégal. C'est la première fois de ma vie que je sens que j'appartiens à la majorité, que je suis presque invisible. C'est un sentiment fou, mais légitime. Et quand j'essayais en fait d'expliquer aux gens que j'étais marocain, ils n'y croyaient pas en fait. Ils disaient que je suis Peul, peut-être du Mali, peut-être.
Et c'est un exercice que j'ai continué par la suite. Mais on est en plein dans l'absence de représentation. Tu gardes le micro, je prends. Non, on n'est pas que dans l'absence de représentation. Ce qu'il dit est valable pour tout le monde. Se retrouver à un moment avec, entre guillemets, ses semblables, ou devenir neutre et invisible, en fin de compte, d'abord, ça fait respirer, ça fait vraiment du bien, parce que tous les autres vous ont regardé, vous devez toujours gérer votre différence quand vous êtes autre. Et c'est l'histoire de tous les migrants dans un pays. On aura beau rêver d'une utopie parfaite, si vous avez une différence par rapport à une majorité, votre différence est vue. Après, c'est comment vous la vivez. Et ce qu'il dit est essentiel. C'est d'un seul coup, tu n'es plus différent puisque tu es la majorité. Moi, tu me prends, si je suis au milieu de ma Bretagne, je suis normal. Si je suis au milieu de l'Afrique, je ne suis pas normal. C'est mathématique par rapport à la chromie qui m'entoure. Donc le sentiment qu'il ressent est quelque part un sentiment d'un individu qui, d'un seul coup, n'a plus besoin de faire attention à sa couleur. Il n'a plus besoin de faire attention à ses cheveux. Il n'a plus besoin de faire attention à la manière dont il marche. Il n'a pas besoin de performer. Et puis de se protéger. Parce qu'en permanence... Ah ben le but, c'est quand même ça. C'est-à-dire cette performance naturelle, c'est une sorte de protection. Mais parce que tu n'es pas... toujours juste dans l'espace public. Tu sais personne, mais particulièrement quand une sorte de décalage se crée, et donc pour se protéger. Ouais. Et puis tu sais qu'il peut t'arriver quelque chose, tout simplement parce que... Moi, quand je me lève le matin et que je prends le métro à Paris... Je ne me lève pas en prenant le métro avec une précaution ou une inquiétude. Celui qui est autre par sa couleur, par sa religion, par tout ce qu'on peut imaginer, par définition, n'est pas dans un espace qui est neutre pour lui. Cet espace peut être dangereux, peut être agressif, il peut être, par exemple, inquiété potentiellement par la police pour demander ses papiers. Par définition, tu ne te lèves pas et tu ne penses pas le monde qui t'entoure de la même manière. Et y compris d'être considéré que chez soi. Les autres, tu dois tout le temps expliquer que tu es chez toi, ce qui est déjà, par définition, quelque chose de pas de bouleversant, mais en tout cas d'inquiétant, et dont tu tiens compte dans la manière dont tu vas vivre avec les autres au travail, avec plein de choses. Devoir dire au Maroc qu'on est marocain, quand on est marocain, ben voilà, tu viens de le dire, tu viens de résumer les choses. C'est comme dire que tu es français, quand tu es français depuis toujours, mais qu'on te dit oui, mais tu n'es pas vraiment français, tu viens d'où? La conversation commence mal. Oui, mais en même temps, oui, c'est vrai que ça, c'est presque un cliché, mais c'est vrai, ça, c'est très courant, ça vient spontanément aux gens, ou alors les gens disent, par exemple, des Noirs disent qu'ils sont français, et les gens disent, avec souvent d'ailleurs un rire un peu gêné, mais je demande d'où vous venez vraiment, comme si c'était... Oui, puis le début du changement, c'est quand on demande tes parents viennent d'où. Le vrai changement, c'est tes grands-parents viennent d'où. Et la vraie question, c'est mais tes aînés, il y a très très longtemps, ils sont venus d'où. Ça, ce sera dans 50 ans. Et en même temps, c'est un processus... En même temps, on se déplace beaucoup plus, donc... oui, ça ne change pas grand-chose. Parce que la notion de perception d'un tout collectif dans une nation, c'est certainement ce qu'il y a de plus compliqué à changer. Je m'explique en un mot simple. La majorité des gens... Je pense que la majorité qui les entoure, chromique par exemple, ou de type d'individu, c'est ce qui fait la norme. Et dès que tu sors de la norme, par définition, tu as un autre récit. Et comme ce récit n'est pas encore banalisé, y compris par exemple pour les populations antillaises qui sont françaises depuis certaines, bien avant les Niçois par exemple. C'est vraiment une question de normes. Exactement. Et de normes et de références. Donc on va considérer que ta différence fait un récit différent. Tu n'es pas encore dans le récit français. Personne d'ailleurs pourra te dire à quel moment on va considérer un moment que des Asiatiques, des Antillais, des Africains, des personnes de Polynésie, de Kanaki sont dans le récit français. On ne sait pas. On ne sait pas encore quand ce sera beaucoup plus fluide. Non, mais on sait que certaines populations ont franchi par exemple cette barrière invisible plus vite que d'autres. Par exemple, les Arméniens étaient considérés comme... des métèques, mot de l'époque, dans les années 20, quand ils sont arrivés. C'était une sorte de fourre-tout péjoratif où on mettait tout ce qui était, où on disait levantin, etc. C'était comme une espèce de truc un peu... Et puis des trucs qu'il fallait mettre à distance. Oui. Et ils sont rentrés très vite, ils ont franchi très vite une forme de miroir colonial, de colorline impossible, d'identité, pour rentrer dans un récit français beaucoup plus vite que d'autres qui étaient dans le récit français bien avant. C'est comme ça. Des fois, ça peut s'expliquer par... des relations qu'il peut y avoir entre communautés, par la manière d'avoir des élites aussi qui vont représenter une communauté, par la manière d'être reconnus dans la nation, par exemple avec des élus ou des artistes. Ça peut être aussi par rapport à des participations dans des conflits, ce qu'il ne faut pas quand même oublier. Ça peut être aussi lié à des périodes. Est-ce qu'on n'était pas considéré comme plus français il y a 40 ou 50 ans, quand il y avait des représentants et des élus au Parlement français, par exemple, où il y avait plus de Noirs qu'aujourd'hui, et de Maghrébins. Est-ce que c'était est-ce qu'on peut, le fait qu'il y ait eu des gens qui représentent, des députés qui étaient par exemple africains ou guyanais, est-ce que c'est le bon baromètre pour penser l'état de la France à ce moment-là d'un point de vue mentalité ou je sais pas, ou
Parce qu'au fond, c'était aussi des destins individuels de gens qui s'étaient retrouvés à un moment donné dans une situation qui avait donné que. Donc, est-ce que, historiquement, Pour faire simple, non, le système colonial n'est pas un système normal, donc la représentation minoritaire, alors Oui, que donc, tu es la majorité dans un clair. système. Alors, juste pour rappeler à tout le monde, il y avait plus de population dans les colonies que dans l'Hexagone. Donc mathématiquement, si la démocratie avait bien fonctionné, il y aurait eu plus d'élus des colonies que de l'Hexagone. Mais ça, ce n'était pas possible. Mais il y avait quelques élus parce que la France est la plus grande France. Un peu Et d'élégance. que la France est généreuse. Exactement. Et que la France voulait démontrer au reste du monde qu'elle ne colonisait pas comme les autres. Donc elle avait quelques élus. Mais suffisamment pour montrer qu'elle était différente et qu'elle avait, entre guillemets, inventé l'assimilation, mais pas trop non C'est plus. le côté républicain aussi. Et le côté républicain, le côté de dire que l'on intègre les enfants de la République, toute cette démonstration qui fonctionnait indirectement, mais en même temps elle ne pouvait pas être majoritaire. Sinon c'était l'inverse de ce qu'imaginaient les hexagonaux en pensant qu'ils devaient rester majoritaires. C'était inconcevable de considérer que c'est Rome qui fait Rome. C'est pas la périphérie de Rome qui fait l'Empire. Mais en même temps, ce paradoxe, il amène quelque chose. C'est que si tu as des élus qui arrivent de ces territoires et qui sont élus, ils sont donc comme les autres. Donc tu fabriques à l'intérieur du système colonial, qui est quand même un système de domination, une exception, et que cette exception, d'un seul coup, elle dit que l'égalité est possible. C'est totalement schizophrénique, on est entièrement d'accord. Mais ça a pu marcher. Le meilleur exemple que je donne très souvent, il y a Blaise Diagne, que tu as représenté. Moi, j'adore travailler sur son fils, Raoul Diagne, qui s'est fâché avec son père, parce que Raoul Diagne, c'est le premier joueur noir en équipe de France. Pour tous les Sénégalais ici, Raoul Diagne, ça va dire quelque chose, c'est un immense footballeur. Ah, tu vois, et ne rigole pas avec ça. Alors je reste barbelé. T'as Bakling Siki dans la boxe et au Sénégal, et t'as Raoul Diagne. Ah si, Bakling Siki, je vois. Ça, voilà, ça, c'est vraiment des panthéons de l'histoire, en plus du récit franco-sénégalais ou franco-africain, tu l'appelles comme tu veux. Et Raoul Diagne, c'était quelque chose que je trouve intéressant, au moment où son père, donc à l'époque sous-secrétaire d'État aux colonies, inaugure l'exposition coloniale, ce qui est encore un des grands paradoxes de l'histoire de France. Un homme noir, ministre, qui inaugure une expo coloniale, à côté d'autres ministres. Son fils joue en équipe de France. Et les supporters, ils l'applaudissent. Ils applaudissent un homme noir qui porte le maillot de l'équipe de France. Et donc, quelque part, quel est le rapport que tu as à ce moment avec la nationalité, avec être français, avec... C'est complexe dans la tête du supporter qui applaudit. Il vit dans un empire certes colonial, mais en même temps, il admire un joueur brillant et il le considère comme un des joueurs. Et puis il y a Mbarek aussi, le plus grand joueur marocain. D'ailleurs, qu'on qualifiait par sa couleur de peau la perle noire de Casablanca. La ville blanche aussi. C'est un énorme joueur aussi, il faut le dire. Et ces joueurs-là étaient applaudis à cette époque-là. Comment ça marche dans le cerveau des petits Français de l'époque? Est-ce qu'ils les considéraient pleinement comme Français ou pas? Est-ce qu'ils étaient dans un rapport? Est-ce qu'à ce moment-là, on a fabriqué peut-être plus de vision commune de la nation, qui se serait peut-être perdue d'ailleurs après, je ne sais pas, mais en tout cas, ce sont des étapes qui nous amènent jusqu'à nous aujourd'hui. C'est-à-dire que tu ne peux pas comprendre la France d'aujourd'hui et la manière dont il peut y avoir cette difficulté, ou non d'ailleurs pour certains, à considérer qu'un tel est ou non dans le récit français, dans intégré dans le récit français. Voilà, tu n'intègres pas tout ça. C'est Bernardo de Heredia. Est-ce que ce n'est pas des allers-retours? Est-ce qu'il y a eu progrès finalement? Bien sûr qu'il y a un progrès. Ah oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu des... Comment dire Est-ce qu'il y a eu progrès continu ou alors des sortes d'allers-retours et de choses comme ça? Il y a déjà un progrès qui est fantastique, c'est que... C'est vrai qu'il y a des choses qui sont possibles aujourd'hui qui étaient inimaginables. Déjà, tout simplement que ceux hier qui ne votaient pas votent aujourd'hui. C'est un petit détail, mais qui est pas mal quand même. C'est la base. C'est la base. Les choses comme ça. C'est moins intéressant. Par exemple. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la question ne se pose pas qu'en termes de progrès. Nous pensons que c'est bien de dire, tiens, la situation était là au 19e, elle est arrivée là au 20e. Et... Non. La réflexion ne se pose pas comme ça. À quel moment... Même historiquement? Non. Mais non. Est-ce que tu vas par exemple considérer que 7% de tirailleurs sénégalais, de goumiers marocains, de spahis algériens qui viennent sauver la France en 14-18, t'es pas arrivé à l'acmé de l'intégration? Bah oui. Non, parce que même la Seconde Guerre mondiale, après, ceux qui ont libéré la France n'ont pas non plus été associés d'une façon géniale. Et je rappelle qu'en 1932, on a renvoyé beaucoup de migrants qui venaient notamment des colonies, parce qu'il y avait la crise de l'économie qui faisait qu'à un moment, on les a désignés à la vindicte populaire. Donc il y a des va-et-vient, mais en même temps... Ce qui est plus important à comprendre, c'est que tout ça fabrique une histoire commune. Et je pense que c'est plus important que de savoir si c'est du progrès. Parce que cette histoire, elle écrit... Ah, ça l'a fait exister, oui. Et puis elle écrit des pages ensemble. Elle écrit des récits en commun. C'est Bernardo de Heredia dont il s'intéresse aujourd'hui en tant qu'artiste. Moi, quand je dis dans une classe d'école, c'est très drôle à faire, parce que quand tu dis aux élèves, alors, vos professeurs d'ailleurs, citez-moi le nom d'un maire noir de Paris. Tout le monde se marre. Parce que tout le monde dit qu'il n'y a jamais eu de maire noire à Paris. Ça commence comme ça, et c'est normal. Non, mais c'est quand même curieux qu'il ait complètement disparu. Non, mais déjà, c'est déjà curieux que les gens rigolent
quand tu dis il y a eu un maire noir à Paris. Alors après, oui, tu leur dis. Parce qu'ils tombent des nues totalement. Et puis ils pensent que c'est pas possible quand tu leur dis bon, allez, ils je vais pensent vous que aider. c'est pas possible, en fait. Et là, tu rigoles beaucoup, c'est quand tu leur dis allez, je vais vous aider, c'est au 19e siècle. Alors là, c'est la panique. Il y a eu un noir, maire de Paris, au 19e siècle. Oui. Et là, les cerveaux commencent à vous dire ah, monsieur, c'est un piège. Bah non, c'est pas un piège. Et là, tu commences à travailler sur quelque chose qui s'appelle un récit commun, certes méconnu, mais en même temps, qui montre que cette histoire, elle est longue. Parce qu'en fin de compte, ce que les gens oublient, certes, ils oublient le passé, mais ils pensent aussi que ces présences sont récentes. Tu as deux choses à apprendre aux gens. C'est que cette histoire est commune depuis longtemps. J'ai toujours aux gens pour leur dire, alors, l'histoire, elle commence au XVIIIe siècle, il y a eu 25 000 Noirs qui ont vécu en France. Il y a de fortes chances que dans cette salle, bon, pas ici, parce que l'exemple est faussé statistiquement, mais dans une salle de classe, on va dire, si j'avais que des petits enfants blancs, allez, je leur dis, 20% d'entre vous ont peut-être du sang noir. C'est la panique à bord dans la classe. C'est parce que c'est inimaginable. Ils ne pensent pas. Parce qu'ils ne connaissent pas leur récit. Puis là, tu prends un exemple mathématique et tu dis, alors 25 000 personnes dans un pays, ça fait quoi sur 12 générations? Et là, tu as des gamins qui commencent. Et monsieur, mais ils vivaient où? Tu leur dis, à Paris, à Bordeaux, à Nantes, mais aussi dans les territoires, certains étaient artisans, à Marseille. Et là, tu commences à raconter. Ah oui, monsieur, mais la France, c'est le pays où il y en avait le plus. Ah non, il y en avait 400 000 au Portugal, à peu près. Il y avait 400 000 Noirs au Portugal, monsieur. Et là, tu commences à construire quelque chose, tu as raison, qui est donc antérieur, donc qui crée donc une antériorité dans nos récits du commun, et certes une méconnaissance. Et en fait, c'est les deux qui sont intéressants. Parce que si on vit ensemble depuis longtemps, et qu'on a une histoire commune depuis longtemps, certes, on l'ignore, mais d'un seul coup, ça veut dire qu'on peut vivre ensemble. Et que ce vivre ensemble, il a fabriqué une nation. Et que cette nation, elle est en fait le fruit de ces récits. Maintenant, il faut piquer des petites aiguilles pour donner des noms à cette invisibilité. Mais pourquoi il y a une invisibilité? Tu as posé une question que je trouvais très intéressante, mais pourquoi on ne les a pas reconnus à l'époque? D'abord parce que tout le monde s'en fout. Mais tout le monde s'en fout. Aller mettre le nom de Séverano de Heredia sur une plaque de rue, mais tout le monde s'en fout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'électeurs noirs. Et quand tu mets des noms de rues dans les villes, généralement, c'est pour satisfaire des élus, pas des électeurs. Donc, tu n'as pas de demande. Vous n'encouragez pas, vous n'avez pas une destination. Désolé. Et puis, deuxièmement, pendant très longtemps, on n'a pas mis non plus de nom de femmes, parce qu'elles ne votaient pas. C'est la même chose. Oui. Ça, le jour où les femmes ont commencé à voter, les gens ont commencé à réclamer d'avoir des noms de femmes dans les noms de rue. Puis à l'époque, on mettait que des militaires et quelques politiques. T'imagines le temps qu'il faut dans l'espace public pour qu'on commence à reconnaître les autres, commencer à créer des statuts, commencer à mettre des noms, commencer à appeler des écoles qui portent le nom de ces personnes. Ça prend entre 1 ou 2 siècles. En fait, c'est d'abord des curiosités avant de devenir des noms de rue. Et puis les oublier. Comme le chevalier de Saint-Georges, maintenant Exactement. qui a sa rue, mais qui en fait Exactement. pendant longtemps était un personnage insolite d'Almanach, quoi, un peu. Et il faut donc le fabriquer. Ça se fabrique. Le récit commun se fabrique. Pourquoi on met des noms de rue? Pourquoi on crée des monuments? Pourquoi on fait des expositions? Pourquoi il fait des portraits? Pourquoi on fait des films? Tout simplement pour fabriquer une mémoire. Est-ce que l'oubli se fabrique aussi? Bien sûr. Est-ce qu'il peut y avoir aussi volonté de ne pas insister sur des choses qu'on ne trouve pas intéressantes politiquement? On en a parlé ensemble il y a quelques temps politiquement. Je pensais aux gens qui avaient libéré la France et qui défilaient pas le 14 juillet, enfin en mai 45 sur les Champs-Élysées. Parce que c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Je dis pas qu'on les a mis dans un, mais c'est vrai que en tout cas c'est pas l'image qu'on a retenue. Même quand on l'apprend en classe, on sait très bien qu'on connaît même des gens dont le grand-père, etc., a travaillé. Oui, lapsus, il n'a pas travaillé. Il a fait la guerre comme les autres. Mais je dis ça comme s'il avait participé, comme si c'était pas anecdotique, mais quelque chose en plus pour ceux qui s'intéressent vraiment, alors qu'ils étaient quand même très 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 nombreux. Alors, hop, on va redérouler. Je te dis beaucoup de choses dans la même question. Ils ont défilé, mais ils étaient invisibles dans les défilés parce qu'ils n'ont pas été à la place qu'ils avaient, parce qu'à l'époque, la France a ce qu'on a fait, qu'a blanchi ses régiments qui ont notamment libéré la capitale et a blanchi son récit militaire. Tout simplement parce que De Gaulle et cette génération qui va libérer la France veut démontrer que cette France a été libérée par des métropolitains. Et donc, on va leur donner une très très faible place dans les défilés, comme on va leur donner une très très faible place, par exemple, dans la libération de Paris, alors que sur les plages de Provence, 85% des combattants étaient soit des Africains, soit des pieds noirs qui viennent d'Algérie, soit des Maghrébins, soit des Antillais. Ce qui s'est passé entre les deux, c'est une histoire qui s'est écrite pendant la guerre déjà, qui s'est blanchie. Puis donc après, elle s'est blanchie au moment des défilés, puis après, elle s'est blanchie dans les mémoires. Et puis, il y a eu un retour de bâton. Dans les années 80-90, on a commencé à se réintéresser à ceux qui n'étaient pas sur la photographie. Les tirailleurs sénégalais, les goûts marocains et autres. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a eu des gens qui ont commencé à dire « mais où sont-ils » Qui sont ces gens qui ont dit « où sont-ils » Les immigrés, ou les enfants d'immigrés, ou les petits-enfants d'immigrés qui venaient des mêmes pays que ces tirailleurs et qui ont cherché à la fois à connaître une histoire qui était en partie la leur, mais aussi à se construire une légitimité ici. Omar Sy est un très bon exemple. Quand je discute avec Omar Sy de cette histoire, c'est pas la sienne en fait, l'histoire des tirailleurs sénégalais. C'est comme il dit toujours, c'est l'histoire de mes enfants. Pourquoi? Parce que mes enfants auront besoin d'une traçabilité sur le temps long. Et en fait, quand il s'intéresse à l'histoire des tirailleurs avec son film, il est en train de fabriquer la légitimité de demain de ses enfants dans ce pays.
Que ce soit son arrière-grand-père à lui ou pas, c'est très secondaire. À un moment, tu hérites de l'histoire des Noirs de France quand tu es noir pour te construire ton destin et ta légitimité dans le territoire. Comme quand tu es maghrébin, l'histoire des maghrébins orientaux. On a toujours besoin de savoir, oui. Plus que de savoir, tu as besoin de dire aux autres, oh, oui, aussi, oui. Coco, n'oublie pas c'est pas uniquement individuel, d'où je viens. Et je me rappellerai un jour un jeune homme, j'étais au rendez-vous d'Histoire de Blois en train de dédicacer un livre, et je dis monsieur, c'est pour qui? Il me dit c'est pour ma belle-mère. Je lui dis quoi? Dites-lui juste que ça fait longtemps qu'on est ici, en dédicace. Et je lui dis votre épouse est blanche? Oui, il me dit tout à fait. Et c'est bien de dire à mes beaux-parents de temps en temps que ça fait quand même un sacré bout de temps qu'on est arrivé. Et le livre servait à ça. Ce message-là, il est simple, il est banal, mais il est très compliqué à faire passer ça à tes collègues de bureau, à l'endroit où tu vas fonctionner, même à tes amis, à quelque part à ta famille potentiellement. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans des familles qui sont de plus en plus métissées. Mais pour autant, on ne connaît pas forcément le récit qu'il y a derrière. Et la légitimité que l'on peut avoir sur un territoire, ça prend énormément de temps à transcrire. Et donc l'artiste a sa fonction. Les réalisateurs ont leur fonction, les cinéastes ont leur fonction, les conteurs ou les historiens comme nous, on a notre fonction. On en parlait ensemble quand on discutait sur les musées. Les musées ont leur fonction. Parce qu'un musée, c'est là où tu légitimes définitivement une histoire. Tu vois, par exemple, l'histoire coloniale, elle est flottante dans ce pays parce qu'il n'y a pas un musée où tu peux à un moment dire oh, on va la poser là et on va en parler. Toutes ces choses-là sont ça. Et un discours d'un président de la République, c'est fondamental quand il rend hommage ou qu'il reconnaît quelque chose. Tous ces éléments-là fabriquent à un moment une sorte de pulse très compliqué qui va faire qu'on va être ou non plus ou moins légitime dans un pays. Il n'y a pas de règle absolue, hein, ce n'est pas une recette de cuisine qui marche tout le temps. Alors ma question, c'est de savoir s'il y a 30 ans, c'était quelque chose d'underground. En fait, ma vraie question, c'est que la première fois que j'ai entendu parler de vous, je me suis demandé pourquoi il s'y intéresse avec cette acuité-là. Donc là, par exemple, ça fait 2 fois, c'est comme si je continuais à remplir votre dossier. Ouais. C'est-à-dire, je me disais, il a parlé 2 fois de la Bretagne, donc ça y est, j'ai la réponse. Je me suis dit, d'où vient ce type? Parce que je me disais, peut-être qu'il a un ancêtre qui, par exemple, en Angleterre, William Dalrymple, qui est écossais, qui parle tellement de l'Inde, effectivement, dans sa généalogie, il y a des Indiens. Donc ça pouvait expliquer, mais ce n'est pas forcément comme ça. Mais il y a, au début des années 90, quelqu'un qui descend aussi profond dans le sujet, on se demandait comment c'est possible. Enfin, c'est une très bonne question. Même si en histoire, on choisit ce qu'on veut. Mais dire. En même temps, je crois que spontanément, on se pose cette question. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes spécialisé? En plus, je m'appelle Blanchard, alors travailler sur l'Afrique. Même le nom, parce que Blanchard, on se disait, bon, bah oui, c'est monsieur tout le monde, pour ne pas dire le français typique, le français de souche, comme on ne veut pas parler comme ça, mais c'est un peu ça qu'on pense. Donc, effectivement, il y a presque comme une sorte de provocation involontaire. On se dit, non pas qu'il cherche au sens de malice, mais comment c'est arrivé? Le hasard. Le hasard, j'arrive à la fac. Déjà, mes parents ne pensent pas que l'histoire est un métier sérieux. Donc, je fais une école d'ingénieur en parallèle de faire des études d'histoire. Et j'ai des très bons professeurs sur l'histoire de l'Afrique. Je trouve ça fascinant, l'histoire de l'Afrique. Je trouve aussi que c'est rentable parce que je fais 4 UV sur l'Afrique, ce qui me permet de cumuler mon doc d'histoire de l'art et mon doc d'histoire. Donc, je dis génial. Et au bout de 2 ans de doc, pour les jeunes ici, les docs, ça ne veut plus dire grand-chose. C'était comme ça qu'on appelait ça avant. Et les 2 premières années en fac. Et je suis passionné par les professeurs que j'ai. Je découvre un pan d'histoire, non pas de l'Afrique, mais de la France et de l'Afrique. Parce que quelque part, c'est aussi cette histoire qui est racontée, qui me fascine. Alors, je ne connais rien. J'avais voyagé dans 2 pays africains quand je rentre à la fac. Je ne connaissais pas du tout l'Afrique noire, je connaissais que le Maghreb. Donc je n'y connais rien, ma famille n'a aucun rapport avec ça. Mon petit garçon, ses arrière-grands-parents qui viennent de Pologne et d'Italie. Je n'ai dans toute ma généalogie même pas réussi à trouver sur 12 générations quelqu'un qui aurait mis un destin africain, un destin en Asie ou aux Antilles. Je suis cette première génération parce que tous mes collègues avec qui je me retrouve à la fac à l'époque, de moins une grande partie, c'est cette première génération de chercheurs qui n'a pas forcément un lien avec ce récit. On n'est pas forcément descendants sur l'immigration, on n'a pas eu des parents qui ont été rapatriés, on n'a pas eu des parents qui ont eu des carrières en colonie ou dans la post-colonie. On arrive parce qu'on est cette génération qui, dans les années, fin des années 80, début des années 90, certainement s'ouvre beaucoup plus en termes de karma à ces sujets-là. Peut-être que la génération d'avant nous a préparés à pouvoir s'intéresser à ça. Pas tellement nos aînés universitaires, parce que c'est un domaine qui est extrêmement minoritaire à l'université à l'époque en France. Oui, c'était un underground. C'était au bout du couloir. À la Sorbonne, on te dit même, oh là là, faire une carrière, c'est pas gagné. C'est considéré comme un des sous-produits de l'histoire. Et je dirais même à l'époque, la plupart de nos professeurs que l'on rencontre sont eux liés à cette histoire. Pour la plupart. Ce n'est pas des gens qui sont arrivés à cette histoire par choix historique. Ils ont des raisons d'être là. Ça fait partie quelque part de leur cursus personnel. Et nous, on est cette première génération d'étudiants qui n'a aucune raison d'être là. C'est peut-être ce qui nous donne, je le mets en questionnement, une capacité d'être un petit peu plus détendu sur la question.
Et donc de l'appréhender sans forcément s'interdire des choses. D'aller vers des territoires novateurs, comme l'image, on en parlait tout à l'heure. De pouvoir travailler ces questions en disant on ne peut pas travailler l'histoire coloniale sans travailler le post-colonial, sans aller travailler la question des migrations, sans travailler les représentations. Puis moi, ma génération, c'est Achille Mbembe. Ma génération, c'est Mabonkou. Ma génération, c'est Dominique Thomas. C'est Nicolas Bourcel, c'est Françoise Vergès. C'est une génération aussi qui arrive, parce qu'on a nos aînés aux États-Unis, cette fois-ci, ou dans d'autres pays en Inde, qui ont amené des nouvelles manières de penser cette histoire et qui nous donnent une forme de liberté en considérant qu'on a un travail exceptionnel que l'on peut faire parce que le terrain est vierge. En France, à l'époque, c'est paupérisé, l'histoire coloniale. C'est-à-dire qu'on est dans un territoire où, je me rappelle, une salle remplie comme là, dans les années 90, ça n'arrivait jamais. D'abord, vous arrivez sur l'histoire coloniale, au mieux, vous aviez 4 anciens combattants qui avaient fait l'Algérie qui arrivaient, 2 militants qui se battaient. Mais on dit souvent que, comme si en France, on était un peu en retard par rapport à ça. Est-ce que c'est vrai ? Enfin, pas plus que les autres. Non, oui, je ne pense pas. Parce qu'on est assez critique, oui. Donc on pense qu'il manque des choses, mais en fait, c'était pas... Il y avait quand même des gens qui travaillaient là-dessus. Même si c'était de façon un peu classique, des fois influencé, très le monde d'avant, un peu colonial très et tout classique. Ça. Mais en même temps, parce que les Belges, par exemple, avaient un musée carrément... à Colonial, à Tervuren, qui est à 30 km du cœur de Bruxelles. Qui est vraiment, même avant qu'il soit justement refait, avec beaucoup de débats de savoir comment on présente les choses, est-ce qu'on montre ci, est-ce qu'on montre ça. C'était un endroit où on pouvait même avoir un peu froid dans le dos, parce que c'était gigantesque. Ça montrait bien qu'à ce moment-là, on pouvait construire des choses extraordinaires avec justement cet empire colonial, etc. Donc même symboliquement, c'était un endroit qui était un peu une sorte de vieux bateau un peu effrayant. Ouais, le musée de la Porte Dorée a été un vieux bateau un peu effrayant pendant très longtemps. Oui, mais avant d'être vidé de ses collections. C'est vraiment XL. Hein, oui, mais vraiment à côté. T'es trop jeune, t'as pas connu le quai Branly d'avant les collections. Et avant qui un peu poussiéreuse avec le côté vestige de. Mais bien sûr, mais c'était intéressant parce que il y avait pas de questionnement sur les fresques, sur les murs, sur les peintures qui étaient là. Ouais. À l'époque, on l'appelait le musée des arts africains océaniens. Tu montais au dernier étage, tu avais encore les vestiges de l'Expo coloniale le 31, et même sur les fresques en bas, il n'y avait pas de cartel qui expliquait à tous ces ados qui étaient obligés de venir au musée, ils grognaient en venant ou qui traînaient des pieds. Ça voulait dire quoi, ces hommes et ces femmes qui racontaient l'Empire sur les murs? Et les fresques, elles font 20 mètres de large sur 8 mètres de haut. Ça semblait normal. Mais justement, c'était aussi une création, une production pour entretenir cette mythologie-là. Les artistes étaient très très bons pour entretenir la mythologie coloniale. Et les corps noirs. Ils avaient un message là-dessus. Ouais. Alors en fait, ma question, c'était de savoir aussi comment, ou alors si tu es optimiste sur l'idée que les artistes peuvent, à travers les images, à travers ce qu'on voit, à travers ce qui nous fait un peu pulser quand on voit une exposition, si on peut remettre le corps noir dans une certaine présence, sous une certaine lumière, est-ce que c'est plus facile que d'un point de vue historique, par exemple ? Est-ce que l'art, en fait, est un outil privilégié pour justement combler ce vide, j'allais dire ce blanc, ce vide? Oui, l'art, il est très important à collecter ses possibilités par le passé, à les faire revenir, à les remonter à ce temps, à rappeler, à faire réfléchir les gens sur des questions comme ça, celle-là en fait. Parce qu'au-delà du personnage qui est peint, il y a quelque chose à compléter, à porter avec soi et à réfléchir en fait dans son quotidien. Et c'est ça qui est important. C'est quelque chose qui est... J'avais l'impression que d'être confronté par exemple au portrait d'une femme qu'on ne connaît pas et dont on connaît brièvement quelques éléments de l'histoire, c'est peut-être plus facile d'introduire ce sujet-là et de le populariser, entre guillemets, que par exemple faire une exposition plus savante, que peut-être ce sont les gens par exemple, qui vont au musée qui iront la voir, par exemple. C'est dans ce sens-là que je me demandais si l'art n'avait pas, même s'il a aussi son côté qui peut sembler élitaire, des possibilités d'introduire le sujet et de le populariser plus facilement. Mais je suis peut-être un peu idéaliste, je ne sais pas. C'est pas ça en fait, mais je vais parler un peu plus de ma pratique. Moi, je le dis et je le dis souvent, je réfléchis avec les pieds. C'est-à-dire, je cherche, je mène des recherches dans des territoires différents en fait, que ce soit au Maroc ou en dehors du Maroc. Et cette idée est libératrice pour moi en fait, parce qu'il m'a aidé à désapprendre en fait de la démarche qu'on m'a inculquée à l'école, une démarche qui est occidentale,
Ah oui, de faire quelque chose en pensant à l'impact, etc., comme on ferait un... Du coup, je m'appropriais ces fragilités de la vie, ce trébuchement, ce droit à l'échec, ce droit à l'erreur, ce droit aussi à composer, à revenir à l'acte très simple d'agencement, de collage. Ça me ramène en fait toutes ces manières En plus de ça, je suis né dans une culture qui est qualifiée de berbère. Et je crois que le berbère, c'est d'origine de barbare. Et du coup, ça me crée une condition décontractée en fait, d'aborder et de dealer avec des choses comme ça. Plus que si tu faisais partie de la norme dominante, tu veux dire ? Oui. Oui, non, mais j'allais le commenter, mais en fait, oui, je le reçois comme tel. Alors, on parle souvent de la perception du corps noir et de son image, une image qui peut passer du sublime dans la publicité à la caricature. La publicité a joué d'ailleurs un rôle aujourd'hui avec un côté pour vendre. On va dans la sublimation, mais elle a été aussi le jaune banania. Je pense à ça parce que les fonds jaunes que tu utilises donc sont comme un moyen, une technique, mais qui pour toi a aussi une signification. De même que l'emploi du laiton pour les tribulums qu'on a sur la droite ici. Les matériaux que tu emploies, indépendamment de matières premières comme n'importe quel artiste, ont aussi une signification pour toi. Oui, une signification surtout dans ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui en fait. Par exemple, le caoutchouc et déjà le processus pour fabriquer le caoutchouc est un acte de violence en fait, à partir de l'arbre. Mais si on voit aujourd'hui tout le caoutchouc qui est sur le continent africain, dont le Maroc fait partie, il suit toujours la même logique en fait, de l'extraction de la matière première de l'Afrique, sa fabrication du caoutchouc et la transformation en dehors de l'Afrique, puis il revient à l'Afrique. Du coup, c'est le maintien en fait de cette machine en quelque sorte. Le cuivre, c'est l'idée de l'extraction vraiment. Et je suis dans une région vraiment qui est supposée être la plus riche au Maroc, mais elle est la plus pauvre, vu les richesses sous-sol qui y existent en fait. Il y a le caoutchouc, c'est une matière aussi qui offre un champ de couleurs en fait, qui est associé au corps noir. Le corps noir, il est associé en fait dans ce qu'il fabrique toujours à cette qualification du kitsch, de ces couleurs brutes qui ne sont pas dans la nuance. C'est pas des projections aussi ? Parce qu'en fait, il y a aussi le côté indigo, qui est, par exemple, dans les coutures noires, qui est moins voyant. Je pense à ça parce que je pense à toute l'histoire du tissu wax, où on a pensé pendant longtemps que c'était quelque chose de typiquement africain, avec cette générosité de couleurs, de formes. Mais en fait, c'était la façon dont les Hollandais voyaient ce qui pourrait plaire à un marché. Et on l'a découvert assez récemment. Il y a même encore beaucoup de gens, que ce soit en Afrique comme en Europe, qui pensent que c'est typiquement africain et que c'est la prolongation d'une façon d'exprimer les choses, alors qu'en fait c'est une création européenne, ce registre de formes assez colorées, généreux, etc. Alors qu'on teignait avec des choses végétales et qui étaient des fois presque plus austères. Non, il y a toujours cette idée en fait de brut, en fait, de comment dirais-je, en fait, un travail fait main, qui défie en fait, en quelque sorte, cette logique en fait ou cette obsession de contrôler quelque chose, c'est-à-dire tu as un jaune, c'est un jaune. Quand je repense par exemple à des langues autochtones, la nuance existe dans la correspondance directe avec un élément qui ressemble à cette couleur dans la nature. Il va te dire un vert menthe ou un vert pistache. C'est pas l'obsession scientifique de donner ou de régler ou de coder la chose en fait. C'est ça que je voulais te dire. Si je ne me trompe pas, il y a du travail aussi qui a été fait avec du goudron. Ouais. C'était pour quoi faire ? Le goudron, déjà, c'est utilisé dans la peinture dans la période de la Renaissance et bien avant. Mais pour moi, c'est une symbolique très intéressante et liée avec la terre, en fait. Le goudron, c'est une sédimentation. Quand on dit sédimentation, on dit passer, ce qui reste, ce qui marque. Et alors, troisième chose, quand on parle d'invisibilité, c'était l'emploi du braille.
L'emploi du braille, moi je trouve que l'emploi du braille, le braille est une écriture en fait qui nous lie tous et qui nous concerne tous, pas seulement les non-voyants en fait. C'est une langue qui est très, comment dirais-je, démocratique en quelque sorte, et ne crée pas une barrière, ne crée pas une frontière. Parce que via des expériences que j'ai vécues, une fois que j'ouvre ma bouche dans un autre contexte, c'est là où je suis considéré comme un étranger en fait. Sinon, j'ai toujours glissé dans des contextes différents en fait. Et le braille, c'est pour ça en fait que j'ai choisi vraiment le braille en fait. Quelque chose de totalement invisible, si je peux dire. Totalement invisible et qui demande d'activer un autre outil pour comprendre et déchiffrer en fait. Ça fait penser que finalement cette invisibilité, c'est une façon aussi de ne pas savoir gérer. C'est-à-dire on fait comme si on n'a pas vu, on ne laisse pas de traces après, on ne parle pas de ces gens qui ont fait des choses à un moment donné, parce qu'on peut-être même des fois sans avoir su quoi en faire. C'est-à-dire que pourquoi finalement, il y a sûrement peut-être des raisons qui peuvent être quasiment politiques de ne pas dire que telle personne noire a été à un moment maire de Paris, ou l'équivalent du maire de Paris. Et puis en même temps, il y a une espèce de côté aussi comme on n'est pas une majorité de gens de cette origine, etc., donc comme vous avez comme une sorte de presque de gêne, comme si on ne savait pas quoi en faire, même si ça fait partie de l'histoire. Oui, puis je me rappelle dans les années 90, quand on disait qu'on voulait travailler sur ces questions, parce que vouloir travailler sur une question mémorielle ou artistique, quand tu es artiste, il faut avoir une galerie pour poser tes cadres. Quand tu es historien, il faut un éditeur pour éditer un livre. Il faut une télé pour diffuser un film. Il faut une salle d'exposition ou un musée pour faire une exposition. Tu as beau avoir des superbes idées d'exposition, si tu n'as pas un grand musée qui te prend ton expo, personne ne la voit. Tu as fait Paris Noir, tu vois très bien ce que je veux dire. Nous, quand on fait exhibition avec Thuram au Quai Branly, on n'a pas le Quai Branly, on n'a pas le même impact pour faire l'histoire des os humains. C'est donc aussi un rapport d'être entendu et de vouloir être entendu et de vouloir communiquer le récit. Je m'explique. Pendant très longtemps, des gens ont eu envie de raconter cette histoire. Il y en a eu plein qui ont eu envie de raconter cette histoire. Sauf qu'ils n'avaient pas les outils pour le faire. Ils n'avaient pas l'écoute pour le faire. Ils n'avaient pas forcément les moyens de le faire. Je me rappelle même d'une époque, dans les années 90, où quand il y avait, c'était l'ancêtre de ce qu'on appelle aujourd'hui l'ANCT. À l'époque, ça s'appelait le FAS, le Fonds d'action sociale, qui était pris sur le 1% ou le 2%, je ne me souviens plus, sur les travailleurs immigrants en France qui finançaient l'intégration. On te demandait de remplir une fiche où tu devais dire si dans ton équipe il y avait assez d'immigrés pour travailler sur la question et si le travail que tu allais faire était bien destiné aux immigrés. Donc t'imagines, on disait qu'il fallait faire des expositions sur l'immigration uniquement pour les immigrés. Ça ne pouvait pas intéresser les autres. Donc on est sorti quelque part d'un moment où d'un seul coup les gens se sont dit mais il y a peut-être une histoire à raconter. Il y a peut-être des outils pour la raconter, il y a peut-être des œuvres pour le faire, il y a peut-être des lieux qui peuvent s'y consacrer et du public peut peut-être venir. Tout ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps parce qu'à un moment, il a fallu qu'avant nous, certains, quelque part, grattent l'intérêt du monde. Ouais. Tu vois, il a fallu commencer à avoir des récits qui ont commencé à être entendus. Et bien souvent, ils n'ont pas été entendus par les élites historiques, voire même les élites artistiques. Souvent, c'est venu des périphéries lointaines, le rap, par exemple, ou les cultures populaires, ou c'est venu, par exemple, des militants. Bien souvent, sur les questions coloniales, ce sont les militants qui ont d'abord gratté ces enjeux-là, avant que les historiens, entre guillemets, institutionnels, ont commencé à s'intéresser à ces sujets. Et c'est normal. Parce que c'est curieux, parce que ça me fait penser dans les années 90, alors je ne sais plus de quel livre il s'agissait, je viens dans une rédaction, il y avait un livre où on parlait justement des étiquettes Banania, etc. Ouais. Donc ça avait un petit côté presque bon enfant, oui. Ça ne dénonçait pas plus que ça le monde qu'il y avait autour, ça voulait dire que ça avait existé et qu'on vous a montré une collection, mais en même temps je me souviens d'une personne qui avait eu une réaction que c'est pas un sujet sur lequel il faut travailler, c'est-à-dire que c'est comme si ça lui rappelait, les personnes n'étaient pas à l'aise, et en fait, je se disais qu'il fallait laisser dans un coin, que à la limite on pouvait l'avoir en vintage chez soi, mais pas de faire un livre là-dessus et de commencer à rentrer dans ce sujet-là. Donc je voyais que c'était un sujet qui était gênant et qui en même temps pouvait être présenté sans qu'on atteigne le niveau de ce qui va être quelques années plus tard, quand on parlait de sexe, race et colonie, qui là est un livre qui va bien au-delà d'une simple... images et une faiblesse. La faiblesse, c'est qu'elles peuvent renouveler les stéréotypes d'hier, les remettre dans le présent, voire même, dans le cas de sexe, race et colonie dont tu parles, un ouvrage qui montrait des images... Ou créer un intérêt presque morbide, ou une chose comme ça, malsain. Ouais. Mais en même temps, les images ont une chose qui est incroyable. Elles permettent, souvent, de montrer l'invisible. Par exemple, quand tu t'intéresses à la violence faite sur le corps des femmes aux colonies, il n'y a pas de déclaration dans les commissariats de police des viols. Ça n'existe pas.
colonie, on n'allait pas déclarer un viol. Bah, les images sont suggestives de ce monde-là, donc on se rend compte de ça. Dans la tête des violeurs potentiels. Et Mm. d'un seul coup, tu peux aborder une question qui est totalement invisible. Mm. Quand tu travailles, par exemple, sur l'immigration, tu travailles sur les présences de l'immigration, travailler sur des images de cette même immigration, c'est pas juste illustrer le propos. C'est de prouver par l'image qu'il y a eu un récit, une participation, une occupation du territoire visuel, que c'était là. Il y a une sorte de vérité. Presque Enfin, plus qu'une vérité. même si on interprète, mais il y a quand même parce des éléments. Parce que les autres doutent que cette histoire racontée, qu'elle a marqué. Mm. Et donc l'image a cette vertu, avec ses faiblesses et ses risques, non pas d'être le sujet mieux que les autres, plus riche que les autres, mais de donner un sentiment pour convaincre en tout cas un jeune public notamment et un public plus large, de venir à nos récits, de démontrer par la preuve par l'image, même si on est dans un temps où l'image commence à faire vraiment débat, que ce qu'on vous raconte est vrai. Mm. Et d'amener un public aussi à rentrer dans cette histoire d'une manière, dans certains cas ça peut être démonstratif, mais ça peut être émotif. Quand j'ai travaillé sur les zoos humains, les images qui ont été montrées au Quai Branly ont clashé les gens qui n'imaginaient pas du tout le poids de l'image des zoos humains. Enfin, pour des gens c'était absurde. Oui, c'est une chose de l'imaginer, mais de le voir, c'est encore plus Et saisissant. de voir des centaines et des milliers Mm. d'images. Mm. D'un seul coup, tu fabriques aussi une culture visuelle. Mm. C'est-à-dire que ce qui a été absent de nos musées pendant très longtemps pour raconter cette histoire devient du commun pour tout le monde. Mm. Ça devient tes images. Et Ça avait été évacué. on universalise la question. Mm. Et elle rentre dans ton patrimoine et dans mon patrimoine commun. Et quand tu voles la couleur banania, quand tu voles les images de ce Bernard de Raya, quand tu fabriques avec du caoutchouc, quand tu te fabriques avec des matières premières certaines choses, quelque part, tu refabriques des nouvelles images qui vont demain continuer à perdurer dans ce travail-là. Mais ils s'appuient déjà sur des images qui existent. Mm. Banania est un très bon exemple, puisque tu as démarré là-dessus, je vais terminer là-dessus. Mm. Faut-il détruire cette image ou faut-il continuer à l'utiliser pour expliquer ce qu'a été toute la construction du corps noir au XXe siècle? Moi, je suis partisan de continuer à l'utiliser. Je veux surtout pas qu'on m'en enlève Banania. Il faut savoir de quoi on parle, en tout cas. Il faut le dire. Ou en tout cas, en Mais parler en même et temps- l'expliquer. Sinon, dans 20 ans, les gens ne te croiront pas que Banania existe. Mm. Banania, c'est un sublime vecteur pour expliquer ce qu'est la culture populaire en France. Mm. C'est comme quand tu prends Oncle Ben's aux États-Unis. Mm. Et c'est un superbe vecteur pour expliquer comment s'est construit pendant très longtemps à la fois une image, parce que Banania est à la fois une image positive et une image négative, Mm. à la fois avec des stéréotypes incroyables dedans, du noir souriant, de bon enfant. Dans ce rapport-là, c'est une image qui est essentielle pour en comprendre comment elle a fabriqué dans l'inconscient collectif. Il ne faut pas oublier que Banania est la publicité la plus connue avec la vache qui rit Ouais. et Bimadum. Mm. Ces trois publicités-là t'expliquent l'histoire de France au XXe siècle. Mm. Tu peux faire un cours à la Sorbonne pendant Ça a 5 créé heures. un climat, alors qu'a priori, ce n'était pas le but, mais c'est à se demander, parce que ça a Oui. été tellement présent que... C'était présent et ça a fonctionné. C'était- Une Mm. publicité qui échoue, tu t'en souviens plus. Mm. Une publicité qui a traversé le siècle comme ça, elle est un signifiant de la manière dont on regarde le monde. Mm. Et dont la France a voulu regarder l'Afrique, d'ailleurs, d'une certaine manière. Parce que cette publicité, elle n'a pas marché parce qu'on a payé les gens pour qu'ils l'acceptent. Mm. Elle est devenue, parce qu'elle a aussi correspondu à une époque où les gens avaient en tête ces tirailleurs sénégalais qui étaient venus sauver la République. Mm. Il y avait tout ça qui s'est mélangé, une forme de fascination. C'est dans un temps où tu as aussi une fascination pour les corps noirs. Quelques années après arrivera Joséphine Baker en France, c'est le début du jazz. Il ne faut quand même pas oublier que dans le corps noir dont tu parlais tout à l'heure de l'invisibilisation, à la fois le corps noir est omniprésent et à la fois invisible. C'est-à-dire qu'on réduit l'autre à un corps, mais ce corps est très visible. Dans les arts, sur les murs, tu vas te promener aux Folies Bergères, tu le vois. Dans la publicité, Même tu en l'as dit. bas-relief, ouais. Donc c'est complexe. Il y a une invisibilité et une survisibilité en même temps. Mais en même temps, on réduit ce corps à n'être qu'un corps. C'est tout C'est ça un peu qu'il faut comme une déconstruire. gestion maladroite. Je ne sais pas si elle est maladroite. Elle est tout à fait... Enfin, non, elle a marché. Quand je dis elle est maladroite, c'est parce que je ne la valorise pas. Mais en Voilà. fait, elle est monstrueusement efficace. Mais elle Parce explique qu'elle d'où on elle a part. quand même laissé des traces très profondes. En étant omniprésente, en étant brute là où il fallait, je ne sais pas, sur scène, et puis en même temps en la domestiquant pour faire des produits Bien grand sûr. public, etc. Mais Donc effectivement, Tu c'était... as cité d'ailleurs un exemple que je cite souvent quand on me dit « Mais qu'est-ce qui reste, monsieur, de ces images ?» À la fin du livre « Sex, race et colonie » dont tu parles, j'ai un étudiant qui a travaillé pour toute l'équipe pendant 1 an et demi sur aujourd'hui ce qu'on appelle l'univers porno. C'est quoi les codifications des codes du porno dans le monde entier sur les réseaux sociaux? Et en fait, tu te rends compte que sur certains items, ce sont toujours des items coloniaux qui fonctionnent. Oui, en fait, au cœur de tout ça, il y a quelque chose de très permanent, c'est l'idée de domination. Exactement. C'est une domination que ce soit homme, femme, sud, nord, Alors, etc. et sur le corps noir, quand tu vas regarder sur la Terre entière, c'est quelle est la position du corps noir dans l'univers du porno? Tu te rends compte que c'est une construction qui date du temps des conquistadors à fabriquer des corps de l'Indien, puis après des corps noirs, puis après le monde colonial, et toute une allégorie qui a fabriqué une certaine place dans l'espace de l'imaginaire sexuel. Je ne te parle même pas du corps oriental avec le harem ou des corps asiatiques, mais Non, tout mais ça, c'est- tu les retrouves aujourd'hui. Ça n'a pas tellement évolué de Si, point de vue. ça a évolué sur les Ou c'est supports. les supports, voilà. ah oui, ils sont quand même diffusés Et ça nous beaucoup plus. permet d'expliquer que nos cerveaux continuent à fonctionner parce qu'on pense que les strates d'hier disparaissent, mais pas du tout. Notre cerveau, c'est un millefeuille.
nos aînés nous ont légué des strates de regard. Et ce que tu déconstruis, c'est en fin de compte, tu arrives à enlever feuille par feuille. C'est très compliqué. Et nous, les historiens, on est obligés de faire la même chose. Mais ne pensons pas que les individus d'aujourd'hui ont perdu les strates précédentes. Elles sont dans nos cerveaux, de manière consciente ou inconsciente. C'est pour ça qu'en France, pendant très longtemps, quand j'expliquais aux gens, mais que vous soyez ou non lié à l'histoire coloniale, c'est très secondaire. Vous êtes lié à l'histoire coloniale parce que votre pays a colonisé. Ah oui, fatalement. Et les gens me disent, mais non, monsieur, moi, j'ai jamais eu personne de ma famille qui a Même été aux quand colonies. on ignore. Mais il y a des gens qui disent ça sur la Seconde Guerre mondiale aussi, c'est absurde. Mais voilà, tu dis, mais vous êtes dans un pays qui a connu l'histoire coloniale, qui a colonisé. Donc de toute façon, vous êtes lié à cette histoire. Et rien que ça, c'est extrêmement compliqué pour que les gens arrivent à comprendre que c'est leur histoire. Et donc, ce récit, dans la part, quand on dit tout à l'heure, mais pourquoi on fait par contre, on raconte l'histoire, tu rends visible les minorités, tu décides de valoriser les corps noirs. Ben, tout simplement, c'est parce qu'ils ne sont pas valorisés, parce que aussi dans le récit, c'est perturbant qu'ils soient valorisés. Si tu commences à valoriser des corps autres, tu donnes le sentiment... Toujours ce rapport de domination, ou d'équilibre. Ou mon ami, bien plus grave que ça, tu es en train d'annoncer que ces corps noirs pourraient dominer la société. Oui, et donc il y a une notion de déclin, il y a une notion qu'on perdrait notre identité. Qu'est-ce qui marche dans le grand remplacement en termes de discours? C'est cette idée que les gens s'imaginent qu'un jour ils peuvent eux-mêmes disparaître. Et donc il y a une peur qui existe derrière le métissage. Et donc survaloriser ou valoriser simplement un autre récit, ce serait donner quelque part à certains cette peur, ce risque d'être dévoré. Le livre, qui est un best-seller de chez Flammarion au début du XXe siècle, mais quand je dis un best-seller, là on parle de millions d'exemplaires vendus, c'est L'Invasion noire, qui raconte l'histoire de populations emmenées par des islamistes du fin fond du désert qui soulèvent des foules noires pour aller où? À Paris. Et faire quoi? Brûler les Champs-Élysées. C'était l'affiche qui vendait le livre. On voyait les Champs-Élysées qui brûlaient. Donc ce que je veux dire, c'est que tout ça, il faut quand même comprendre qu'il y a derrière, quand je disais tout à l'heure, mais pourquoi on le fait, pourquoi on ne le fait pas, pourquoi on valorise, pourquoi on ne valorise pas, des choses qui parlent de l'identité, qui parlent d'un tout commun, qui parlent d'être un récit. C'est quoi être français, par exemple? Toutes ces choses-là sont très complexes parce que certains, soit ne veulent pas montrer, soit ne veulent pas voir, ce qui est complexe dessus quand la réalité est là. Tu as parlé tout à l'heure d'élus qui nous ont précédés, des Gaston Monerville et autres, mais pour certains, c'est complexe parce que cette histoire, ce récit, il peut créer de l'inquiétude. Et d'ailleurs, tu vois que certains votent avec cette inquiétude, en ayant peur que c'est pour eux étrangers ou personnes, on va dire, d'autres identités ou d'autres couleurs de peau ou d'autres religions. Il n'y a pas d'effet miroir. Et puis surtout, peuvent te faire perdre ta propre identité. C'est un rapport très complexe à l'imaginaire. Et un récit historique, il est là aussi pour, quelque part, à un moment, amener avec tranquillité un récit du commun, pour dire que ce récit a permis, quand on parle de Séverino de Heredia, c'est bien, mais quand je parle, des fois, il m'entend parler de sportifs, Baklinsky et autres. Pourquoi? C'est de raconter que ces diversités qui viennent des quatre coins du monde, en fait, et pas simplement d'Afrique, elles ont construit positivement un récit du commun. Et les gens partent du doute. Il ne faut pas croire que les gens partent de l'hypothèse que c'est vrai. Il faut que tu le prouves. Et c'est comme ça. Si tu pars de l'hypothèse qu'ils vont comprendre tout de suite et dire « Waouh, c'est génial », non. Tu dois prouver ce que tu racontes. Parce que notre inconscient collectif a plutôt pour sentiment de considérer que ces personnes n'auraient rien amené au récit français. Est-ce que tu penses qu'on peut, en tant qu'artiste en tout cas, réparer les images finalement c'est presque dans la tête des gens, c'est même pas l'image en elle-même, mais c'est réparer les images dans la tête des gens. Est-ce qu'on peut assimiler ta démarche à quelque chose comme ça, d'ailleurs? Une idée de réparation. Oui. Ou alors, je l'entends peut-être pas dans le même sens, mais oui, réparer les images dans la tête des gens même des Noirs eux-mêmes, d'ailleurs. C'est juste, en fait, quelque chose de très simple. C'est comment un corps noir devient le centre du regard. Que je le regarde. Ah oui, ne serait-ce qu'en commençant par ça, oui. Devient un centre de regard parce que déjà dans l'histoire le corps noir a été toujours considéré comme un accessoire, un accompagnement. N'était pas le sujet des tableaux. Pas un sujet en fait du regard. Et ça c'est une manière déjà de considérer l'autre en fait. Le regarder c'est de le considérer. Et quand il nous regarde c'est encore mieux, c'est-à-dire qu'il y a possibilité d'un dialogue, d'un dialogue même s'il est silencieux. Et d'être sujet aussi. Sujet d'un regard... Non, je dirais... Non, moi je disais sujet d'une œuvre ou d'un tableau, par exemple. Ah, sujet d'un... Oui. Parce que c'était pas toujours... Enfin, c'est pareil, si on regarde des tableaux anciens,
il y a même parfois des personnages qui sont centraux, et puis en même temps, c'est pas forcément d'eux qu'on parle, même s'ils crèvent la toile, quoi. Moi, je crois beaucoup à ce monde de la poésie, en fait. C'est comme un silence, en fait, qui s'opère. C'est comme une poésie sans mots, en fait, qui est là, en train de se construire entre ce qu'on regarde et ce qui est regardé, en fait. Alors, c'est peut-être un peu grave ce que je veux dire, mais au fond, ces histoires d'identité, la façon dont on perçoit les gens, etc., c'est presque aussi la façon dont on voit le monde, quoi, en fait. Je crois que c'est le résultat d'une nation-État, en fait, qui limite, qui veut aujourd'hui, en fait, couper toutes ces formes d'échange et de circulation. Par exemple, en Afrique du Nord, on est passé de la tribu à la ville, avec le côté État. Un découpage complètement différent, en fait. Alors, il y avait une phrase que je n'ai compris qu'en arrivant ici, c'était « voir le Maroc comme un extrême Occident ». Et j'ai cru, et donc je ne savais pas d'où venait cette phrase, donc je l'ai pris telle quelle, et j'ai commencé à essayer et en fait, je préfère revoir l'original. Le Maroc était appelé avant, en fait, le Maghreb al-Aqsa, c'est-à-dire l'extrême Occident, en fait, parce que c'était la limite, en fait, de ce qui était découvert par l'être humain jusqu'à un certain temps. Comme si finalement la définition des identités était des choses dans lesquelles on s'inscrivait volontairement. C'est-à-dire que c'est pas si... Par exemple, des gens vous disent qu'ils sont de tel pays ou de telle origine ou de telle ethnie, même dans certains pays, mais en fait, j'ai l'impression que c'est spontané aussi quand ça nous arrange. Parce qu'il y a des gens qui, par contre, chez qui c'est moins clair et qui, en fait, n'ont pas l'air de mal fonctionner ou d'avoir besoin d'être ancrés de la même façon. On a l'impression que l'identité forte, cohérente, elle est d'autant plus qu'elle est dominante. Je crois que j'appartiens plus. Moi, j'ai fait l'expérience du territoire plus que d'une minorité de pays, en fait. Le territoire, parce que j'ai parlé avec ma langue maternelle au sud de la Tunisie, on s'est compris avec les gens. J'ai parlé, j'ai compris des lieux, le nom des lieux en Mauritanie. J'ai fait l'exercice d'un territoire plus large, en fait, qui me donne, en fait, qui me débarrasse de ce poids, en fait, d'un État fixe, comme on le voit aujourd'hui. Qui te débarrasse. Oui. Tu trouves ça plus intéressant? Moi, je négocie toujours une forme de liberté, en fait. Une liberté de circulation, une liberté de comparaison, une liberté de ces longues marches qui étaient effectuées par le temps, et j'essaie de m'inscrire dedans à les continuer. Et alors, quand on t'entend parler de ça, on n'a pas l'impression justement que tu cherches à te démontrer quelque chose, mais c'est juste quelque chose que tu ressens comme une sorte de feeling. Non, je crois que même si je le dis comme ça, je le dis pas. Ah non, c'est pas au sens de léger. Feeling, c'est sentiment. En français, ça peut être quelque chose de très fort. Je dirais ça dans le sens que c'est pas, comment dire, c'est pas pour faire une thèse. C'est plus parce que j'essaie juste de fabriquer des questions, des possibilités, des questions, juste de fabriquer des questions et dupliquer des questions. Est-ce qu'il y a parmi les personnages de ce que j'appelle la galerie d'ancêtres, c'est-à-dire que... Alors j'aime pas dire galerie d'ancêtres parce que j'ai l'impression que c'est poussiéreux, que ça remonte à loin, alors qu'au contraire, leur profil, même des fois des gens qui sont en 1800 et quelques, quelque chose de très actuel, puisque dans les années 80, on parlait par exemple, j'ai oublié son nom, du maire de Saint-Coulitz en Bretagne, Coffin. Et donc, et d'ailleurs, c'était très intéressant parce qu'il était toujours une personne très positive, qui montrait son intégration dans la Bretagne, etc. Et quelques années après, j'étais très surpris de lire un livre de mémoire où il racontait donc les kilos d'excréments qu'il avait reçus, la dépression nerveuse qu'il avait fait et le peu de soutien qu'il avait reçu autour de lui. Et je me disais, donc j'étais à la fois surpris et pas surpris, mais c'était le récit de l'époque. Et donc, on s'esbodissait de ça, alors qu'il y avait des gens qui avant avaient fait les mêmes choses. Donc en fait, c'est quelque chose qui... Donc je voulais savoir si dans ces personnages que j'appelais galerie d'ancêtres, est-ce qu'il y avait un personnage qui était particulièrement, auquel tu étais particulièrement attaché? Pourquoi? C'est le personnage avec lequel j'avais commencé, Exactement. Le maire de Paris.
Parce que c'était une surprise déjà pour moi aussi. C'est là où je te rejoins en fait dans ce que tu racontais tout à l'heure. C'était une surprise pour moi déjà en fait le fait de découvrir qu'il y avait eu un maire noir à Paris. Et un député. C'est-à-dire qu'il faut dire juste à tout le monde ici, c'est le premier député noir de la Troisième République élu à Paris dans le 17e arrondissement, qui devient, parce qu'à l'époque, vous savez que c'était un président du conseil municipal et non pas un maire et en élection directe, donc qui est élu par ses pairs pendant une année, qui a été aussi un ministre noir et le premier ministre noir de la Troisième République. Donc ce personnage, quand tu parles de lui, tu racontes tout un moment, un récit, et après tu peux raconter aussi ce qu'il a fait dans les travaux publics, ce qu'il a fait sur les bibliothèques municipales, l'engagement qui a pu être le sien. Un personnage, juste raconter une anecdote que je trouve très drôle, c'est qu'il aurait dû et il aurait pu figurer dans le livre que j'ai fait avec Lilian Thuram sur Mes étoiles noires. Avec Lilian, on a décidé de prendre son livre. Tu as peut-être connu le livre qu'a fait Lilian il y a quelques années, et on en a fait un livre illustré pour toucher un autre public, justement, et aller voir un public peut-être un peu plus jeune, enseignant et autres. Et il n'a pas voulu prendre Severiano de Heredia. Pourquoi ? Parce que tu sais que Severiano de Heredia, à un moment, a hérité de la plantation de ses parents, avec des esclaves. Et il y a un débat sur Severiano de Heredia. C'est comment il a réagi à son héritage. Quand tu hérites d'une plantation, tu en hérites avec les esclaves et le terre. Et Lilian m'a dit, ah non, je ne peux pas glorifier quelqu'un qui a eu des esclaves. Je me rappelle mes conversations avec... limite. Non, mais c'est ça qui est aussi intéressant dans ce que tu prends dans un personnage. Autre exemple. Tu sais, on avait été... et là, on est très proche dans le travail que tu as fait, que nous, on a fait. Moi, maman, avec Nadia Hay, qui était secrétaire ministre déléguée à la ville, et le président de la République, on m'a demandé de travailler avec une commission sur 318 noms de personnalités pour aider les élus en France à faire évoluer l'espace public. Et on a plein de sujets. Et en fait, nous, on avait choisi. Toi, tu es tout seul à choisir les noms, c'est super facile. Nous, on était 18. Donc à 18, tu n'es jamais d'accord. Ouais. Voilà. Et donc on avait considéré qu'il fallait 90% des 18 pour qu'un nom rentre dans le recueil. On est parti de 3500 noms et on en est resté 318 au final. Et il y avait plein de noms qui ont fait débat, dont un qui est aujourd'hui, dans la mythologie des personnalités noires, inattaquable, qui est René Maran. René Maran, c'est Batouala, le prix Goncourt. Ok, je veux ceux qui fait oui de la tête, ok. René Maran, il écrit où en 36, en 37, dans Je suis partout, dans Gringoire et donc dans la presse extrême droite. Qu'est-ce que tu fais de René Maran ? Oui, donc effectivement, c'est difficile de le valoriser globalement. Et en fait, la question, elle n'est pas de valoriser globalement. La question, elle est de raconter un récit. Ah, mais il faut voilà. expliquer Et comment donc, c'est possible. Et on s'est retrouvés, je me suis dit, alors, pour donner un exemple, dans le jury, il y a Leïla Slimani, il y avait des gens de toute origine, il y avait des spécialistes de l'histoire militaire, il y avait des directeurs de musées comme Sébastien Gaucal-Péot, donc il y a un sacré débat sur Maran. On se pose la question, on dit, voilà, par rapport à son parcours, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on le prend dedans ? Et en fin de compte, notre dialogue a été de dire, il rentre parce que dans ce panthéon du récit, voilà un homme qui a commencé à faire bousculer l'édifice colonial avec son roman, et Yves Batouala bouleverse complètement les choses, et qui termine, en gros, je fais simple, admirateur du maréchal Pétain en 1942. Et en même temps, c'est un grand Français. Bah, il est dans le récit français. On va dire que ça fait partie de son identité. Exactement. Et je pense que c'est ça aussi qui doit être un moment qui doit nous questionner. En tout cas, il faut savoir, il faut le dire. Mais bien sûr qu'il faut le dire. Et dans sa biographie, quand vous allez sur le recueil officiel estampillé de la République française, il y a le fait que René Maran a bien sûr écrit dans la presse d'extrême droite, et c'est écrit très clairement, le jour où un maire ou non décidera de faire une plaque René Maran en France, ou un élu en France, il a sa biographie. Et en même temps, ça oblige à dialoguer aussi sur le récit de ce qu'on veut dire et ce qu'on veut raconter. Un autre maire, et je termine là-dessus premier, après c'est le maire de Clichy-sous-Bois qui a aussi été ministre, Olivier Klein. Et un jour, je suis chez Olivier Klein, on fait un débat, comme ici ce soir, on débat, on discute, et Olivier dit « Mais moi, j'ai fait le travail Pascal dans ma ville, j'ai une avenue Martin Luther King, j'ai une rue Rosa Parks. » Et j'ai dit « Bah bravo, pas un Français. Mais pas un Français. Et t'as des Noirs, donc t'as coché la case. » Et il m'a regardé, il m'a fait « Ok, là, je vais me faire massacrer. » Je dis « Oui. » Et je comprends. Il y a eu une génération d'élus, par exemple en France, qui ont pensé que occuper l'espace public de grandes personnalités qui, en fait, font pas beaucoup de débats. Qui est contre Mandela, Martin Luther King, Rosa Parks ? Personne. Tu vois un mec non, Mandela, quand même, le parcours... Bon, non, tout le monde vote. Mais ce n'est pas une réflexion sur ce qui fait l'identité collective d'un pays. C'est de mettre de la chromie dans l'espace public en pensant que la chromie est la question que posent les gens. La question que posent les gens dans l'espace public, elle n'est pas qu'il faut des Noirs. La question dans l'espace public, elle est que dans un espace public français, c'est bien d'avoir des personnes qui ont contribué au récit français et à qui on va rendre hommage et qui, en plus, sont noirs. Parce que c'est la réalité du récit. Ce qui est déjà un cheminement intellectuel. Et c'est là où tu rends compte que les gens te disent « Ah, mais on n'a pas forcément la culture générale pour aller penser à une Paulette Nardal. On n'a pas forcément la culture générale pour aller penser au premier qui a été officier de l'armée française dans les années 50. On n'a pas forcément cette culture générale d'aller chercher Bellay, premier député noir de la Révolution française.
On parle en fait plus facilement des sportifs et des c'est normal, des mais c'est logique. Tu parles de ce que tu connais. Immédiat. Et tu ne peux pas non plus avoir que des sportifs. Parce que cette palette qui a reconstruit le récit français, elle est d'une diversité incroyable. Et c'est pour ça qu'à un moment, l'accompagnement, le récit, les choix. Et c'est des fois plus facile peut-être pour l'artiste, mais même pour nous. Tu vois, ce qui a été fascinant de discuter à 18 voix avec des parcours tous différents, c'est pourquoi à un moment tu choisis quelqu'un. Mais contrairement à ce que je croyais, l'histoire, je pensais qu'il y avait une sorte de neutralité par rapport à l'art, par exemple, qui permettait de... Et en fait, pas du tout. On a le droit d'être deux historiens et de ne pas aimer quelqu'un ou d'aimer quelqu'un. Non, mais au moins, vous avez les faits. Vous savez qu'il a été ça et ça. Et il faut le dire. Il faut les poser sur la table et là, à un moment, tu choisis. Donc après, je ne te raconte pas, parce qu'à la fin d'un travail comme ça, par définition, on avait oublié au moins 2 populations. Il n'y avait pas de Mahorais dans le récit, donc j'ai dû recevoir 250 mails en 2 jours de Mayotte, d'insultes incroyables. Vous détestez les Mahorais, vous ne voulez pas que Mayotte. J'ai dit mais non, on a voté démocratiquement. Et il n'y avait qu'un seul représentant de la Réunion, et en plus il était blanc, c'est Roland Garros. Pas de chance. Le vote démocratique, j'ai renvoyé tout le monde sur mes collègues. Non mais c'est très intéressant parce que tu vois, c'est là où tu vois où c'est important pour les gens, c'est que les gens se sont dit nous sommes exclus. Vous avez choisi 318 noms. Et nous ne sommes pas dans ces 318 noms. Donc nous sommes invisibles. Encore aujourd'hui, nous sommes invisibles de la République. Donc sur les Mahorais, ça, mais j'ai dû répondre. Tu réponds à tous les mails dans ces cas-là. On est sûr d'expliquer. Mais c'est pas parce que tu expliques la démarche que les gens t'excusent. Oui, mais quand même, vous auriez dû tricher sur le vote et rajouter un Mahorais. Ok, j'ai entendu. Mais c'est très intéressant parce que c'est là que tu te rends compte comment c'est important. Alors qu'on pense que l'espace public, les noms de rue, c'est un truc autant d'Internet et de l'IA, c'est secondaire, mais pas du tout. Non, quand on envoie, ça fait quelque chose. Mais tu les vois, quand tu te perds de reconnaissance. Puis quand tu te perds dans la rue, tu prends ton portable et puis tu cherches pour savoir, tu te dis, mais c'est quoi cette rue Ben Barek, là, et c'était qui Ben Barek? Ah, El Wafi, c'est qui? Mais est-ce qu'il y a des outils, justement, alors là je parle carrément je sais pas, les institutions, l'État, est-ce qu'il y a des outils qu'on peut développer au-delà de donner, par exemple, des noms-rues? Ça peut être quoi? Est-ce qu'il y a, par exemple, finalement, est-ce qu'on peut considérer, on a un musée pour l'immigration, est-ce qu'on ne compte que sur lui pour faire ce travail-là? Enfin, aujourd'hui, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Aujourd'hui, oui. Qu'est-ce qu'il faudrait ajouter, en fait, je voudrais dire. Je pense que qu'est-ce qui serait utile? Il y a 3 niveaux qui sont essentiels. D'abord, c'est d'aller sur les territoires et de raconter des histoires locales et de travailler dans le monde éducatif et travailler avec les élus sur les territoires, parce que l'histoire n'est pas que nationale. Ça fait partie de ce qui se dit, de ce qui se raconte. Et puis d'être en proximité des gens. Et quand tu racontes une histoire locale territorialisée, que tu racontes quelqu'un qui a vécu dans telle ville, dans tel village et autres, tu crées la proximité. Et donc, à raconter ça dans les écoles, notamment, c'est fondamental. Deuxièmement, par définition, tu ne peux faire évoluer sur ces questions-là que quand tu utilises tous les vecteurs de la culture, soit les musées, la télé, le cinéma, Internet, en fabriquant des modules. Quand je vois la série qu'a fait Pierre Aski sur décolonisation sur France Inter, qui est fantastique, quand je vois maintenant arriver la très belle série qu'il y a eu sur France Télévisions sur les Sœurs Nardal, d'amener des outils qui vont permettre à certains de s'en emparer pour aller construire d'autres choses. Et puis, 3e niveau, et celui-là, il est fondamental, c'est former une génération de chercheurs sur ces questions-là. Moi, ma génération, c'est pas qu'elle n'a pas existé, c'est que simplement elle s'est barrée. On est tous partis ailleurs, on n'a pas resté en France. On est partis aux États-Unis, en Suisse, en Italie, en Allemagne, en Afrique du Sud. La Chine Membe n'enseigne pas en France. En même temps, il y a des livres qui ont été publiés, des expositions qui ont été faites. Mais heureusement. Mais c'est vrai qu'ils étaient plus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la majorité des chercheurs n'ont pas été recrutés en France. Et quand tu ne travailles pas dans tes élites pour produire un savoir du commun qui va après pouvoir ruisseler sur les profs qui vont eux-mêmes travailler sur les élèves. Donc il y a encore du travail à faire. Aujourd'hui, pour te donner un exemple, il y a 6 fois plus de thèses sur l'histoire coloniale aux États-Unis faites par des Français qu'en France. Pourquoi? Parce que ces Français sont partis étudier, travailler, avoir des postes aux États-Unis. Vous me direz, avec Trump, il risque de revenir dans quelques temps. Surtout sur ces questions-là. Mais oui, mais c'est intéressant à voir, c'est que tu poses la question, et cette question, elle est aussi liée de l'invisibilité. Vous posez tout à l'heure la question, elle a été que pendant très longtemps, il n'y a pas eu de potentiel de travail pour beaucoup de chercheurs, parce qu'il n'y avait pas de poste, pas de budget, pas de priorité. Et aujourd'hui, les plus gros programmes sur lesquels on travaille, très souvent, ils sont européens. Ouais. C'est intéressant à voir. L'Union européenne vient de lancer une expo, moi mon équipe est dessus, puisqu'on est un des 6 partenaires européens dessus, sur l'histoire des Noirs en Europe. Ce n'est pas un programme qui est parti de la société française, de la République française ou de l'État. C'est un programme qui est parti de l'Union européenne et qui maintenant rémane sur 6 pays européens. Dont un d'ailleurs qui est livre là-dessus, mais ce n'est pas un livre français. Il est traduit en français. Alors il y a eu des ouvrages qui ont été faits aussi. Et là, c'est une expo qui est destinée à ces 6 pays rémanés. Ouais. Et dans les 6 pays, il y en a un qui est fantastique pour travailler sur l'histoire des Noirs, c'est la Hongrie. Là, bon courage. Je peux vous dire que mes collègues hongrois, ils ne vont pas rigoler tous les jours avec Orban. Mais c'est très intéressant à voir parce que c'est cette mécanique, tu poses la question de comment on fait, sans outils,
tu ne fais pas. Et donc, il faut aller chercher ces outils, il faut arriver à avancer sur ces questions, et il faut arriver à faire, nous, Portrait de France, qui a été un travail, par exemple, pour les élus en territoire, on a fait une expo, et cette expo, elle va sur les territoires, parce que même quand un maire arrive à convaincre avec son conseil municipal, ses administrés, qu'il faut changer un nom, accompagner ça d'une expo, accompagner ça d'une conférence. Voilà, je vais à Grenoble dans 15 jours, par exemple. Oui, la plaque ne suffit pas. Non, il faut expliquer pourquoi. Sinon, tu donnes le sentiment que tu fais du remplacisme. Sinon, tu donnes le sentiment que c'est un gadget politique. Sinon, tu te demandes le sentiment que c'est la diversité pour la diversité. Non. Tu dois expliquer pourquoi cette personne est importante, quel est son récit, quel est le parcours qu'elle a fait, et puis les autres. D'expliquer que le maire a choisi, des fois, parmi 300 noms, un nom qu'il a trouvé emblématique pour un quartier, pour une station de tramway, pour un nom de rue. Et de montrer que tout ça n'est pas, quelque part, très superficiel et qu'il y a derrière tout un travail de réflexion sur pourquoi ces personnages sont importants pour la République. Et là, tu accompagnes le travail d'un nom de rue vers un travail qui va beaucoup plus loin, où les gens peuvent à un moment s'en emparer. Alors, ceux qui sont issus de la même histoire que la personne, très souvent, sont très fiers. Ça, on l'oublie, mais ça compte énormément. Et ceux qui ignoraient tout de cette histoire, la banalisent. Parce que le cœur du sujet que tu es en train de dénoncer depuis tout à l'heure et d'aborder, c'est à quel moment tout ça sera d'une banalité absolue. Le jour où tu ne te poses plus la question de pourquoi il y a un nom de rue qui porte le nom d'un Mahorais, je vais être content, mes copains Mahorais, comme ça, je me rattrape, les amis, tu as réglé le problème. Et d'un seul coup, tu as banalisé le sujet. Le jour où tu ne peux pas poser la question sur être noir et marocain, est-ce que c'est un sujet, tu as réglé le problème, tu as banalisé le sujet. Ça rejoint ma dernière question que je vais vous poser à tous les deux, avant des questions du public. C'est l'idée de savoir si finalement, est-ce que faire acte de mémoire est-il toujours politique ? Oui. Oui, mais encore. Parce que c'est faire la politique. Un jour, avec l'ami, nous discutions de la ville de Paris et qui devait faire son introspection coloniale. On a une conversation. On dit, mais comment on fait ça ? Ça l'interrogeait. Je dis, on raconte, on explique pourquoi Paris était la capitale de l'Empire, en quoi c'est important de le faire. On ne peut pas donner des leçons aux autres si on ne le fait pas sur soi-même. On ne peut pas déjà parler aux autres de leur trauma si tu ne parles pas de tes propres traumas. Et je dis, la ville n'a pas encore fait son boulot là-dessus. Paris ne s'est pas regardé comme une capitale coloniale qui a dirigé un empire et qui l'a assumé et qui l'a mis en scène. Et on a dialogué. On s'est posé la question du comment faire. C'est facile à dire ça, mais la mémoire, c'est pas juste un truc. Bonjour les gars, vous êtes tous au courant là. Allez, la mémoire, c'est fini. Ah non. Comment tu vas faire ? Comment tu vas tenir compte des peurs ? Comment tu vas tenir compte des angoisses ? Comment tu vas faire que des mémoires différentes vont à un moment pouvoir se retrouver sur un récit commun pour fabriquer une nouvelle mémoire collective, sans perdre leur propre mémoire individuelle. Ta mémoire et ma mémoire ne sont pas les mêmes. Quand je travaille avec Thuram sur les projets ou Abdelmalik, nous n'avons pas la même mémoire. Mais on essaye d'avoir un récit du commun pour fabriquer avec d'autres. Mais même pour des gens de la même origine. Mais heureusement. C'est-à-dire autour de la table, bien même à la limite, des gens qui seraient du même pays, ils ne vont pas valoriser les mêmes personnes. Ils n'ont même pas la même personne. La Bretagne, c'est la même chose. Tu t'es moqué de moi tout à l'heure avec mon petit côté breton. Je vais défendre mon côté breton. Les Bretons, très souvent, on dit qu'ils sont beaucoup plus sensibles à d'autres avec l'histoire coloniale. Pourquoi ? Parce qu'en Bretagne, cette conversation si on l'a, les gens vont te parler de la langue bretonne qui a été interdite. Ils vont dialoguer dessus. Ils vont expliquer des choses. Et donc, ça veut dire que chacun a sa mémoire, et que oui, la mémoire, c'est un combat, que oui, c'est politique de faire de la mémoire, parce que c'est un moment de dire aux gens, souvenez-vous avec moi de quelque chose, et le fait que nous ayons un souvenir commun, que nous commémorions en commun, c'est quelque part quelque chose qui est utile pour notre présent, pour du vivre ensemble d'aujourd'hui. La mémoire, c'est pas un truc abstrait, on ne se rappelle pas juste pour se faire plaisir de choses. D'ailleurs, tu parlais du vivre ensemble, je te pose aussi la question sur le faire acte de mémoire, est-il nécessairement politique ? Oui, je suis d'accord avec cette idée. C'est politique. C'est vraiment politique. Puis je rebondirai juste sur ce que vous avez dit tout à l'heure, en fait, par rapport au contexte linguistique. Il y a des contextes linguistiques comme l'anglais qui permettent en fait de traiter des choses parce qu'il y a une histoire, il y a une bibliothèque à installer. Et quand j'y pense, par exemple, il y a des textes que je lis en anglais que je ne peux pas traduire en arabe et je ne peux pas traduire dans ma langue maternelle. Parce que même des équivalents en fait, au mot racisme, par exemple, ça n'existe pas. C'est en soi, en fait, une manière de ne pas vouloir voir la chose, ou pas voir, d'exprimer un déni, en fait. Voilà. Sinon, le mot racisme n'existe pas en quelle langue ? On parlait marocain. Il n'y a pas de mot pour traduire a priori. Il n'y a pas de mot. Et est-ce qu'il y a des, je sais pas, si on voulait justement parler de ça, est-ce que c'est une périphrase ? On utilise politiquement un autre mot qui est la tolérance. On est champion du monde dans la tolérance, qui est un non-mot finalement, parce que qui te permet en fait de tolérer l'autre. Ah oui.
Oui, donc effectivement, parce qu'en même temps, tout le monde, c'est-à-dire c'est assez marrant de penser que le mot n'existe pas, et en même temps, tout le monde sait que ça existe. Même sans en faire l'expérience, mais il l'assume pas, il l'assume oui, c'est ça, pas, il n'est pas identifié. Il n'est pas identifié, il l'assume pas. Des questions. Il était exprimé, non reconnu en tant que tel. Le mot, je dirais racisme, oui, comme vous le dites, il n'existe pas, mais il est exprimé par l'autre. Elle exprimait parfois sous forme de schizophrénie, en fait. Elle est un peu exprimée parfois sous forme de schizophrénie. Parce que parfois, on va me dire, j'ai entendu ça plusieurs fois, ah ouais, mais tu sais, on a des voisins noirs, on les entretient. Ils sont gentils, on les aime bien. C'est le moment de nous séparer. Je vous remercie tous pour ces 1h30 passées ensemble, ainsi que donc, nos auditeurs de Africa 24. Et on se retrouve au même endroit, même heure, pour récidiver, parce que moi, je trouvais ça passionnant. Merci beaucoup. Au revoir.